Salut, c'est Black Ink. Salut, c'est Owen. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va vous parler d'une news particulière, à savoir la nouvelle liste des tabous. Alors, la sixième liste des tabous qui sort aujourd'hui. La dernière, c'était il y a à peu près un an, euh, c'est-à-dire le 22. Donc, on est à peu près sur un rythme d'une liste des tabous par an. Ouais, c'est vrai qu'on peut s'interroger en effet sur le fait que, avec le nouveau modèle de sortie, est-ce qu'il n'y aura pas un rythme de sortie de nouvelles listes des tabous de une fois par an pour précéder, en fait, de 6 mois, plus ou moins, la campagne qui va sortir. C'est ce qui s'était passé avec les clés écarlates, à peu de choses près, avec justement un certain nombre de tabous en lien avec les mécaniques ou les caractéristiques des investigateurs de la campagne qui allait sortir. Ouais, on avait eu notamment lors de la dernière liste de tabous l'enchaînement de David Renfield qui semblait tomber à point nommé avec les cartes autour d'Amina Zidane, toutes les cartes de gestion de fatalité qui donnaient à David ce power level très important justifiant son intégration à la liste des tabous. Voilà, bon, la liste des tabous, globalement, on le rappelle, il y a trois volets. Il y a les cartes enchaînées, déchaînées, c'est-à-dire les cartes sur lesquelles on vient jouer sur le nombre d'XP sans modifier le niveau de la carte, c'est-à-dire que ça ne vient pas affecter le deck building des différents investigateurs. Une carte qui coûtait 2 points d'expérience, même si elle est enchaînée à un point d'expérience supplémentaire, c'est-à-dire à 3 points d'expérience au global, pourra toujours être jouée par un investigateur biclassé qui puisse prendre cette classe-là. Donc voilà, enchaîné pour les cartes qui ont un ou plusieurs points d'XP supplémentaires et déchaîné pour celles qui évidemment ont un peu moins d'XP. Généralement, pour l'instant, on n'a eu que des moins 1 de mémoire. Roman, je ne sais pas si tu as un contre-exemple. Euh, comment la carte à attribuer pour rajouter du béni, Ah oui, Signum plus oui, 6. c'est vrai qu'il a eu moins 2. C'est vrai que celle-ci, cette carte compétence a eu moins 2 en effet. On a ensuite les cartes mutées, donc ce sont des cartes qui pour le coup ont une modification dans leur texte, quelle qu'elle soit, que ce soit dans les typologies d'action, que ce soit dans l'effet, ou que ce soit dans la limite ou le maximum de fois qu'on peut générer cet effet. C'est vraiment une modification complètement autre qui évite en fait voilà, de faire des différentiels d'XP auxquels on ne se souviendrait pas. Et enfin, les cartes interdites, ou la carte interdite, la famosa. Hein, euh, mais on reviendra sur tout ça après. Encore quelque chose à dire, Roman, avant d'attaquer dans le vif du sujet? Non, on attaque dans le vif du sujet. Allez, bon bah, on va commencer avec les cartes enchaînées, puis les cartes déchaînées. Et la première carte dont on va parler, c'est ni plus ni moins que Éclaireur. Donc c'est un soutien qui coûte 3, qui est de niveau 1, qui a une icône d'agilité, le trait de talent. En action rapide gratuite, lors de votre tour, si vous n'êtes pas engagé avec des ennemis, inclinez Éclaireur, déplacez-vous vers un lieu connexe. C'est une carte qui nous vient de loin puisqu'elle est arrivée dès l'héritage de Dunwich. Alors, l'éclaireur avait subi déjà par le passé en octobre 2020, donc déjà depuis quasiment 3 ans, un tabou enchaîné à plus de XP. Et les designers du jeu ont décidé de nous faire une petite fleur et de baisser cet enchaînement à uniquement plus un point d'expérience, ce qui fait que la carte ne coûte plus 3 mais bien 2 points d'XP. Ouais. Je pense que là, on est vraiment sur l'idée d'une collection qui s'enrichit. Avec les rééditions, a fortiori, on a plus de joueurs qui commencent à avoir de plus en plus de cartes. Et au final, l'éclaireur à 3 XP devient une carte enfin, l'équation est assez défavorable pour les joueurs. Parce que c'est un soutien qui coûte quand même 3, qui permet de gagner un certain nombre d'actions, à condition d'avoir un gameplay qui est vraiment centré sur la mobilité. Donc Ursula Down ou Monterey Jack. En dehors de ça, euh, c'est souvent difficile, si c'est pas la mobilité, pas le cœur du deck, d'intégrer éclaireur et puis de faire ce qu'on appelle le cut, c'est-à-dire que on va l'intégrer lors du deck building, mais on va se retrouver avec un nombre de cartes assez important et éclaireur sautera avec les cartes
qu'on va vouloir supprimer pour atteindre la taille limite de deck. Je suis vraiment d'accord sur cet aspect collection agrandie. Il faut bien prendre en compte le fait que les listes des tabous, déjà, sont encore une fois optionnelles, mais surtout que elles viennent avec leur temps. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que le jeu évolue, euh, elle doit être adaptée au vu des sorties précédentes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le pack mobilité pour les chercheurs, il est quand même assez important. On pense par exemple à la carte ancestrale. Et donc du coup, bon, on peut se dire effectivement, éclaireur était peut-être un peu trop mis de côté, eu égard voilà, à cette difficulté de l'assurer dans un deck avec cette mobilité vraiment au centre du deck, hein. Alors, la prochaine carte enchaînée. Attention, Omen, je te laisse la lire. Alors, la hache runique. Donc, la hache runique, c'est une carte personnalisable. Les cartes personnalisables sont sorties dans le cycle Éclat écarlate. Donc, il y a une petite fiche de personnalisation à côté. Elle a 4 charges. Le trait objet, arme, corps à corps, une icône de force. Elle coûte 4 à poser, occupe 2 slots de main. Une capacité combattre. Vous gagnez plus un force pour cette attaque. Avant cette attaque, vous avez le droit de dépenser n'importe quel nombre de charges pour activer autant d'inscriptions différentes parmi précision. Vous gagnez plus 2 supplémentaires pour cette attaque. Puissance, cette attaque inflige plus un dégât. Et on reconstitue une charge au début de chaque round. Et alors, Alors, on parlait de la fiche d'amélioration, et le tabou, il porte sur l'inscription de chasse, qui coûte plus un point d'expérience. Alors voilà, c'est vrai que c'est un peu particulier. Voilà, les designers ont décidé de rendre tabou des cartes personnalisables sur la hache runique. C'est vrai que ça peut poser question en ce sens que ça vient complexifier encore une fois la mécanique en fait du jeu, la compréhension du jeu. Donc bon, c'est vrai que c'est assez particulier. Alors plus un XP concrètement, c'est une case supplémentaire, hein. Voilà, donc en l'occurrence, l'inscription de chasse vaut 2 cases, 2 XP. Ce qui fait que, bon, bah, concrètement, il n'y a pas de. L'inscription, enfin en tout cas la hache runique avec l'inscription chasse sera de niveau 1. On le rappelle, une case vaut un demi-niveau, donc 2 cases valent un niveau. Je sais pas si je suis assez clair, Roman, à ton avis. Ouais. Alors, du coup, moi, la question que je me pose, c'est sur le nombre de coches. Parce que, en fait, on est autorisé pour un gardien classique qui intègre des cartes jusqu'au niveau 5 à faire 10 coches. Parce que 2 coches valent un niveau. Et du coup, là, ça veut dire que, à condition d'utiliser inscription de chasse, on serait autorisé à faire une 11e coche qui serait celle de inscription de chasse. Hmm. Ouais, c'est vrai que c'est. La FAQ est sortie en même temps que la nouvelle liste des tabous et il me semble pas que ce soit mentionné. J'ai pas Ouais. lu vraiment dans le détail, mais c'est vrai que j'ai pas souvenir d'avoir vu cette précision, on va dire. Ouais. Donc bon. Après, chose que moi je trouve intéressante, c'est vrai que ce tabou-là, en tout cas dans la communauté francophone du jeu, on l'avait vraiment pas vu venir. On pensait, on était tous à peu près certains que la hache runique ferait partie des tabous, mais c'est vrai que bah, en discutant avec Omen, avec Akodo, Fossea et d'autres, on n'avait pas misé sur l'inscription de chasse. C'est vrai que maintenant qu'on le voit, effectivement, en multi et notamment à 4 joueurs, ça donne un gain d'action vraiment très important aux gardiens, ou en tout cas aux combattants. Néanmoins, c'est vrai que moi, j'avoue que j'aurais plutôt vu ça sur l'inscription des anciens, peut-être. Ouais, ou sur les 3 dernières améliorations qui, pour le coup, sont vraiment celles qui boostent la hache runique, pouvoir ancestral, saga et tisseuse de runes. Euh, voilà. Inscription de chasse, quand on joue en multi, c'est sans doute celle qui est la plus intéressante. Euh, Allez, on reprend après un premier petit problème technique. ouais, donc la hache runique, enfin, globalement, moi j'ai le sentiment avec les 2 précédents cycles. Euh, Qu'il design vraiment la classe gardien avec un esprit un peu à 2 vitesses pour les joueurs qui n'ont que la boîte de base et le cycle en cours.
il y a l'idée de donner des vrais débouchés à l'XP à la classe gardien, avec une arme très forte, une arme qui casse le jeu à pleine collection, mais qui, à l'échelle d'une collection réduite, est un petit peu plus, on va dire, modeste dans son effet. Donc c'est le cas du marteau cyclopéen dans les confins de la Terre, et c'est le cas de la hache runique. Seulement, que ce soit pour le tabou du marteau ou pour le tabou de la hache runique, enfin, le sentiment que j'ai, c'est que les tabous sont surtout symboliques. Le marteau, certes, il y a l'effet 3 dégâts qui a été atténué, mais cet effet d'abord, il était déclenchable. Enfin, même s'il était déclenchable en non tabou de manière illimitée, il fallait atteindre la valeur de compétence nécessaire pour le faire. Là, on sait qu'on peut le faire au moins une fois par round. Et puis, pour ce qui est de la hache runique, un XP, c'est pas ça qui va bloquer son utilisation. Donc, je pense qu'on a vraiment des tabous qui sont plus d'ordre symbolique, histoire de matérialiser le fait que ces cartes sont peut-être en termes de design un peu, surpuissantes pour des joueurs qui jouent à pleine collection et qui jouent avec des tabous, sans pour autant changer fondamentalement l'esprit de leur design. Non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc bon, on va pouvoir passer à la prochaine. Et là, celle-là, franchement, si quelqu'un ne l'avait pas vu venir, je sais pas ce qu'il a dans les yeux. Parce que franchement, ah la vache. Donc Les c'est mecs, ils nous sortent une carte qui permet de découvrir 3 indices, 0 XP, en survivant, avec un effet qui est celui de la lampe torche, enfin avec une condition de déclenchement qui est celle de la lampe torche, c'est-à-dire l'objet le plus fiable pour enquêter. Franchement, c'était couru d'avance, quoi. ouais, Donc, je sais pas, il y a rien à dire, franchement, ça sert à rien de la lire la carte, voilà quoi, c'est juste normal en fait, c'est juste normal, c'est jamais de la vie, ils auraient dû sortir une carte aussi puissante. Euh, Surtout que bah, en fait la lampe torche elle est dans la boîte de base, donc à partir du moment où tu avais la boîte de base et cette boîte, c'était fini. Et puis ouais. le vieux trousseau clé c'est pareil. Donc bon. Ouais, le vieux trousseau de clés qui est dans le même cycle que faire la lumière, Mm. qui est le cycle aussi d'Arel, avec aussi discernement, avec enfin toutes les solutions. Enfin, c'était une évidence, quoi. 2 XP pour faire la lumière, c'est vraiment pas volé, c'est Mm. vraiment le coût proportionné de l'effet voulu. Et Voilà. c'est enfin, je mettrais exploiter la faiblesse on va dire à part, c'est exploiter la faiblesse, elle permet de défausser un ennemi ou de faire 3 dégâts et d'échapper automatiquement à un ennemi élite. Mais exploiter la faiblesse, on n'a pas l'effet. On n'a pas facilement l'effet qui permet de déclencher La sa réduction. condition. Bah oui, parce que Ouais, en fait la différence entre les deux cartes, tiens, voilà, à ce distinguo-là, qui fait que d'un côté on a la lampe torche qui est un soutien, ou le vieux trousseau de clés qui est un soutien aussi, avec plusieurs utilisations qui peuvent être recyclées via différentes façons, alors que pour le combat ou l'agilité, pour échapper à ou combattre, en fait à ce jour, on a principalement des événements, les planchettes anatomiques par exemple, et c'est pas connu pour être des événements les plus usités du jeu, bien au contraire, hein. ouais, ouais, ouais. Alors il y a Trotic dans le duo Preston Gloria qui utilise furtivité. Mais furtivité, c'est une carte pour l'évasion qui baisse l'agilité, qui est très forte avec exploiter une faiblesse. Mm. Et d'ailleurs, je vous encourage à regarder les vidéos de la campagne parce qu'il va jouer de la récursivité de exploiter une faiblesse. Mais furtivité, en dehors du combo avec exploiter une faiblesse, c'est une carte qui est pas très intéressante puisqu'elle permet d'obtenir finalement une évasion partielle. L'ennemi se désengage, il s'incline pas, donc il engage les autres investigateurs. Voilà, ouais. Donc, logique, 2 XP, c'est pas volé, c'est le tarif. Mm. Et du coup, on va passer aux cartes déchaînées, c'est-à-dire avec une réduction d'XP.
Et on va commencer par le cran d'arrêt, le soutien qui coûte 1, qui est de niveau 2, une icône de force, une icône d'agilité, les traits objet, arme, corps à corps illicite, qui est rapide. Pour une activation combattre, vous gagnez plus 2 de force pour cette attaque en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus. Cette attaque inflige plus 1 dégâts, ça occupe un slot de main, et ça nous vient aussi de l'héritage de Dunwich, tout comme éclaireur. Du coup, le cran d'arrêt passe hors liste, tout simplement. Il avait subi récemment un plus 1 au niveau de l'expérience, et aujourd'hui il est hors liste. Bon, Ouais. je sais pas quelle analyse toi t'avais faite de l'augmentation d'expérience du cran d'arrêt. Moi j'avoue que mis à part avec Tony Morgan, je trouvais pas que c'était vraiment abusé comme carte. Après, je sais que voilà, avec Dexter, on peut faire pas mal de choses avec, mais bon, franchement, moi, j'avais jamais trop compris cette augmentation de niveau pour le cran d'arrêt. Il y avait Léo Anderson aussi, qui était, enfin, un bon client pour le cran d'arrêt d'un côté et puis couteau De survie. de survie de l'autre. Après, je pense que c'était aussi l'idée que avec le cran d'arrêt, on a une arme non limitée, sans provision, sans munitions, qui permet de faire des dégâts de par deux, qui coûte un, qui est rapide. Enfin, clairement, c'est une arme qui enfin, a le potentiel pour dominer la classe truand, comme la machette domine la classe gardien. Le problème, c'est que les truands n'ont pas la valeur de compétence pour vraiment abuser du cran d'arrêt. Euh, ouais. Je pense que la sortie du cran d'arrêt correspond aussi au fait que maintenant on a quand même un pool d'armes qui sont assez intéressantes et qui ont des effets assez chouettes, le 25 automatique, la Mauser, et que du coup on a la possibilité de créer une diversité de decks et d'avoir différentes options suivant ce vers quoi on veut orienter son deck. Et je pense aussi que ça correspond peut-être à une volonté un peu de rebooster le combat chez les truands. On a eu avec le dernier cycle Combat déloyal qui est un peu la carte qui peut débloquer le combat chez des truands on va dire des truands classiques. C'est le truand qui a au moins 4 d'agilité et 3 de force. Winifred, Skiz, Finn Edwards. Et donc, en déchaînant on va dire en supprimant l'enchaînement du cran d'arrêt, on leur donne aussi plus de possibilités d'utiliser cette carte. Tout à fait. Et du coup, on passe à l'un des autres gros chapitres sur ces cartes déchaînées. Études supérieures, débrouillards et bagarreurs sortent de la liste des tabous. Alors que comme vous pouvez le voir, depuis avril 2019, donc c'était pas la première, mais c'était la deuxième liste des tabous, depuis la deuxième liste, ces 3 cartes faisaient l'objet d'un tabou enchaîné, très très costaud pour études supérieures et débrouillard, avec plus 5 XP pour les deux et plus 2 pour bagarreur. Une petite, on va dire nuance à compter d'octobre 2020 avec un plus 3 pour études supérieures et débrouillard et uniquement un plus 1 pour bagarreur. Et aujourd'hui, encore une fois, avec cet accroissement des cartes de la collection, la diversité des builds possibles, où en fait aujourd'hui le pay to boost n'est plus entre guillemets l'alpha et l'oméga, ou alors n'est plus la solution de facilité première. C'est vrai que c'est pas incongru que de permettre aujourd'hui aux investigateurs et aux joueurs de bénéficier de ces cartes avec l'expérience qui leur était attribuée originellement. Qu'est-ce que tu en penses, Omen? Ouais. Ouais, dans les spoilers de la future campagne, on a vu apparaître ces fameux masques. Enfin, on a vu apparaître un masque survivant qui donne plus 2, enfin, qui booste de plus 2 contre une dépense de charge à la valeur de compétence en agilité ou en volonté. C'est vrai que c'est permanent à 6 XP et 4 XP respectivement, à côté de cette carte-là en particulier, ou même, je pense aussi aux talents triclassés des confins de la Terre et à leur polyvalence. C'est vrai que le coût paraissait un petit peu élevé.
Après, on n'a pas encore vu de chercheurs biclassés truands. Et du coup, moi, je m'interroge sur études supérieures qui, pour moi, me paraît un petit peu au-dessus des deux autres. 5 cartes en main, c'est quand même une condition qui paralyse pas le gameplay. Les chercheurs ont un fort pouvoir de pioche. Et puis, 5 cartes en main, c'est en gros 3 cartes qui peuvent mobiliser tout au long de leur tour. Et on est quand même sur une ressource pour un boost de 2, c'est assez puissant. Enfin, moi, j'ai joué un Rex dont la mécanique consistait à gagner des ressources et puis à les dépenser pour assurer ses méga-tests. Et voilà, études supérieures, c'est vrai que c'est une carte qui a été, enfin voilà, qui a été stabilisée. Je me demande si la déchaînée, celle-là en particulier, on n'est pas en train de réouvrir une boîte par rapport à la classe chercheur qui, franchement, a pas, enfin, voilà, a pas besoin de ça. Mhm. C'est vrai que à titre de comparaison avec toutes les autres cartes qui fonctionnent sur ce même modèle, avoir X cartes en main pour bénéficier d'un effet particulier, étude supérieure, c'est la carte qui demande le moins de cartes en main en fait. Alors que pour autant, c'est l'un des effets les plus importants qu'il puisse y avoir. Est-ce qu'un jour, on verra pas un tabou muté pour études supérieures avec au moins 6 ou 7 cartes en main, ce qui rajouterait quand même un petit peu de difficulté parce que je te rejoins, 5 cartes c'est facile, 6-7, c'est pas infaisable loin de là, ça se fait même très facilement, mais pour le coup, ça nécessite une orientation du deck plus précise. C'est pas un deck généraliste pour le coup. Hmm. Alors, on enchaîne, bah du coup, si, quand même, si, il fallait le dire. Ouais, 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 Oui, ouais, le ouais. fait de mettre hors liste ces trois cartes, ça permet de les prendre directement avec dans le vif du sujet. Donc, ce qui n'est pas des moindres changements pour un début de campagne, clairement. Ouais, moi, je pense à mon Preston. Euh, c'est toujours compliqué, Preston, le premier scénario, parce qu'il faut réussir, en fait, dans la plupart des decks, enfin, il faut réussir à débloquer le nombre d'XP nécessaires pour pouvoir se payer des brouillards. Et puis, une fois que Preston a des brouillards, il peut faire ce qu'il veut. Là, sorti de la tabouliste, on va pouvoir jouer des brouillards dès le premier scénario et pas être dans une spirale où, bah, j'ai pas des brouillards, donc je gagne pas les XP, et j'ai pas les XP, donc je me paye pas des brouillards. C'est très très sympa pour Presto. Hmm. Allez, cette fois, oui, on enchaîne. Déchaîner la suite. Et du coup, on arrive à Tireur d'élite. Omen, je te laisse la lire. Alors, Tireur d'élite, c'est sorti avec le pack Winifred Abamok, ça coûte 2 et ça coûte 3 points d'XP, icône de force, icône d'agilité, un talent qui a une réaction quand vous utilisez une capacité combattre d'un soutien arme à feu. Incliné Tireur d'élite, choisissez une option, ou les deux. Cette attaque utilise l'agilité au lieu de la force. Tous les modificateurs à votre force pour cette attaque modifient votre agilité à la place. Pour cette attaque, utilisez la valeur d'évasion de l'ennemi attaqué au lieu de sa valeur de combat. Et là, je pense aux maigres bêtes de l'ennemi chasseresse. Hmm. Tireur C'est... d'élite, moins un XP. Moi, c'est une carte que j'ai jamais jouée, pour le coup. Après, c'est une carte qui, voilà, c'est un peu, pour moi, le début du virage pour redorer un peu le combat des truands. C'est précurseur à Combat déloyal, qui fait pas vraiment la même chose, mais c'était une première tentative, je pense, d'essayer de remettre un peu les truands dans le game en matière de combat. Et bon, en tout cas, à mon niveau, force est de constater que ça a été un peu un flop, hein. Ouais. Ouais, ça a été un flop notamment à cause de son coût en XP et notamment à cause de la courbe d'XP des truands. Enfin, autant en survivant, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses sympas à 0 XP sans problème. Et autant en truand, à 0 XP, c'est souvent très compliqué. Donc avoir la carte qui permet un peu de débloquer le combat qui coûte 3 XP en deux exemplaires, donc 6 XP, c'était cher payé. Là, à 2 XP, quand même, on franchit un plancher symbolique
qui, je pense, va justifier de l'intégrer, a fortiori avec combat déloyal, bon, qui coûte aussi 2 XP, et qui, du coup, enfin, va pouvoir parfaitement compléter Tireur d'élite. Moi, je la trouve très chouette, cette carte. C'est vrai, j'ai jamais eu aussi l'opportunité de la jouer, mais j'ai toujours rêvé de pouvoir le faire. Et puis, je me suis imaginé des decks pouvant les faire. Donc, ouais, très content de voir un XP perdu. Et puis, hâte de pouvoir, du coup, rebuilder un deck truand pour en profiter. Mais c'est vrai que moi, j'attends toujours avec impatience un gardien ou truand vraiment accès arme à feu. On n'a pas d'investigateur vraiment accès arme à feu, alors pleinement, c'est-à-dire avec une capacité en lien avec les armes à feu, tout ça. Ben, j'espère qu'un jour ils vont nous le sortir. Et si c'est un truand qui peut jouer cette carte, ben, je pense qu'elle sera de mise, clairement. Le Akashi Oneyele des armes à feu. Bah ouais, franchement, moi j'aimerais bien. Ça Ouais. pourrait être cool. Alors, on va passer à la deuxième catégorie, la catégorie des cartes mutées. Donc avec un changement dans leur texte, un ajout ou plutôt un retrait parfois. Et d'emblée, on a la suite en fait de ce qu'on avait vu lors de la précédente liste des tabous avec les bougies rituelles notamment, avec regard hypnotique et bannissement qui sont deux événements mystiques qui en fait à la place du texte si un symbole crâne cultiste tablette chose ancienne ou échec automatique pour regard hypnotique est révélé, on devra lire à présent si un symbole est révélé. C'est vrai que concrètement, ça va nous permettre de gérer, enfin d'utiliser ces cartes avec les pions bénis maudits et dans une moindre mesure, pour ceux qui jouent la campagne euh, aux confins de la Terre, de Au le confin. faire avec les pions gel. C'est bon, bah, Ouais. deux commentaires. Premier commentaire, bah, pourquoi maintenant et pourquoi pas sur la liste précédente. Oui. C'est Je sais pas, moi j'avoue que ça m'avait vachement surpris qu'en fait ils aient pas mis toutes les cartes dans le même lot. Et puis deuxième commentaire, pourquoi regard hypnotique niveau 0 et pas le regard hypnotique niveau 2. Je... C'est vrai. C'est vrai. C'est peut-être un oubli. Peut-être un oubli. Alors, petite remarque, c'est très drôle, les pions gel. Enfin, c'est-à-dire retourner la mécanique de la campagne contre elle-même. Mm, Enfin, personnellement, moi, j'en ai un peu abusé avec Voix de Rage mm. chez Marie Lambeau. Quand on révèle 3 pions et qu'on a 2 gels dans les 3 pions, on est assez content. Après, c'est vrai que ces cartes-là, particulièrement, euh, sont des cartes qui sont assez peu usitées, assez peu jouées. Regard hypnotique en raison de son coût. Et puis bannissement parce que peut-être les mystiques sont pas trop dans une mécanique d'évasion. Il y a des soutiens qui coûtent très peu cher, les brumes de Herlier embrouillées qui permettent euh, de le faire. Est-ce que ces tabous vont rendre les cartes plus jouables? Je sais pas. Personnellement, Non, j'en suis pas sûr. Parce que bon, on voit bien que les mystiques, en tout cas, quand on va dans ce sens-là, bah oui, t'as Eknosim Abati, bon, t'as Jim Culver, t'as Jacqueline, mais bon, enfin, ça se joue pas. Moi, honnêtement, pour revenir sur Bannissement, c'est une carte dont l'effet j'ai trouvé toujours très sympa. Je l'ai joué une seule fois, alors avec une collection restreinte à l'époque, quand le cercle venait de sortir avec Séphina Rousseau. Et franchement, je me rappelle, à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi cette carte coûte un XP? Et pourquoi est-ce que c'est pas un soutien en fait? Ça aurait été, je trouve que ça aurait été une très bonne carte soutien avec X charge pour les mystiques. Ça aurait été super sympa, ça, en fait. Et ça aurait permis d'introduire, on va dire, le concept de bah, maîtriser les ennemis et les envoyer un peu là où on veut. Je sais pas, sur certains scénarios, envoyer un cultiste dans le lieu de l'investigateur combattant pour qu'il le gère, ça peut être utile pour limiter le nombre de fatalités ou pour d'autres choses. Ça, franchement, moi j'aurais trouvé ça très très sympa comme genre de sort et pas si difficile que ça en fait à mettre en place. On prenait ce texte-là avec, je sais pas, 3 ou 4 charges et c'était fini, hein. ouais, 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 Hmm. clairement, clairement. Regard hypnotique, je pense qu'il peut avoir, du coup, il reprend un intérêt chez Diana Stanley si elle joue en béni. Mais après, bon, voilà, on est sur de la niche. Hmm. Je me dis après,
enfin, il faut pas oublier que les designers, en rédigeant la liste des tabous, ont en tête le prochain cycle, et que le prochain cycle va voir revenir le béni et le maudit. Donc voilà, avoir les synergies avec les cartes du prochain cycle. Alors, David Renfield, qui fait sa deuxième apparition dans la liste des tabous. Et cette fois-ci, donc, David n'est plus enchaîné. Il n'a plus ce surplus de coût de 3 XP. Mais, en fait, il y a un ajout de texte, maximum 3 ressources. Et je le rappelle, du coup, David, sa capacité rapide, incliné David Renfield, vous avez le droit de placer une fatalité sur David Renfield, gagner une ressource pour chaque fatalité sur David Renfield. Un point de vie, enfin 2 points de vie, un point de santé mentale, le slot d'allié, max 3 ressources finalement, et tant qu'il a une fatalité sur lui, vous gagnez +1 de volonté. Alors, moi, en fait, j'ai du mal à comprendre enfin, l'esprit de ce tabou, dans le sens où le précédent était justifié par la sortie enfin, de tout le pool autour de la gestion des fatalités. Il perd son coût en XP. Donc, avec tous les decks mystiques Terrier du Lapin, David Renfield revient au centre du jeu. Mais c'est surtout, enfin, moi, j'ai du mal à voir dans quel deck, dans quel gameplay, on pouvait aller au-delà de 3 fatalités sur David Renfield pour abuser des ressources, et surtout quoi en faire en fait. Enfin, les mystiques, une fois qu'ils ont leurs ressources, enfin, je veux dire, c'est pas les truands qui ont des événements testless qui peuvent leur permettre de faire des choses très puissantes. Enfin, j'ai du mal à voir un peu l'abus qui était apporté. Alors sans doute qu'il y a des decks qui cassent le jeu avec des David Redfield qui génèrent des quantités de ressources qui sont ensuite réutilisées pour faire on ne sait quoi. Mais là, en fait, ouais, j'ai quand même l'impression qu'ils font machine arrière, et donc on va avoir, enfin, on a un potentiel assez important que David, avec le dévoreur de péché, ben, on peut lui faire générer 2 ressources par round. Enfin, on peut utiliser plusieurs fois sa capacité, le redresser, puis surtout complètement gérer la fatalité qu'il y a sur lui. Là où auparavant, il fallait à un moment sacrifier David. Donc on se retrouve avec un allié qui booste, qui coûte 2, qui booste la stat forte de la classe. Et bon, les mystiques, ils sont quand même réputés pour être monomaniaques autour de la volonté, qui pallie la faiblesse de la classe, la gestion des ressources, et qui en plus tank 2 points de vie. Et là aussi, on est sur une correction de la faiblesse de la classe. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, il y a des scénarios où en fait le nombre de fatalités à mettre sur l'intrigue est très important. Ah, Mais ça reste quelques scénarios. Alors, en 2022, moi j'avais trouvé que 3 XP c'était beaucoup. Honnêtement, il l'aurait laissé à 2 XP, ça m'aurait pas choqué. Mais comme tu le dis, voilà, maintenant qu'il est de nouveau à 0 XP, bah, on peut très très vite repartir voilà, sur cette gestion avec Sin Eater et effectivement bah, avoir quand même alors un petit abus, on va dire ça comme ça, un petit abus de la capacité de David. Bon. Rien de plus à dire de particulier là-dessus. C'est comme tu dis, ça fait très machine arrière et même si effectivement la sanction de 3 XP me semblait un peu abusée, c'est vrai que pour quelqu'un qui cherche pas les decks comboïdes à souhait, bah, cette limitation, elle est pas, enfin, elle est presque inexistante, j'ai envie de dire. ouais. Alors, la prochaine carte, c'est encore un duo, les événements persuasion et interroger. Ce sont des événements qui ont un intérêt particulier à l'égard de la discussion. Moi, personnellement, j'avais joué un deck Joe Diamond en mode pacifique qui faisait beaucoup de discussions. C'était très sympa avec la tenue élégante. Et ces 2 cartes, du coup, sont mutées. Alors, on pense évidemment à l'investigatrice truand du prochain cycle, la comtesse, qui a une action supplémentaire pour effectuer une discussion. Et le changement de ces 2 cartes, eh ben, c'est tout simplement que le trait humanoïde disparaît des 2 cartes. Alors, il faudra m'expliquer comment est-ce qu'on va interroger un Shogot, mais pour la comtesse, eh ben,
On peut C'est peut-être possible. on peut estimer qu'elle a peut-être un regard hypnotique qui lui permet d'interroger, mais quand même, c'est bizarre. Ouais. Non, après, bon, au-delà de l'aspect fluff que moi je trouve un peu dommage, parce que bon, il y a l'illustration et puis il y a tout simplement voilà, le fait que, à part si tu faisais, à mon avis, un événement mystique qui te permettait de rentrer dans l'esprit des monstres pour choper des indices, là, par exemple, j'aurais compris. Mais c'est vrai que sur ces deux cartes-là, enlever l'humanoïde, bon, ça va, on les rentrera dans la comtesse, c'est sûr. C'est un indice des cartes qu'elle va pouvoir rentrer. Il y aura des cartes à discussion, c'est sûr. Oui, Hmm, oui. Je trouve que au-delà de l'effet humanoïde, d'ailleurs, moi, l'aspect humanoïde qui m'a dérangé dans les cartes, c'est plutôt le coût de la carte hmm. mis en comparaison avec, je dirais pas la faiblesse de l'effet, mais Si, si, clairement. oui, la faiblesse de l'effet. Mais Ouais. c'est exactement ça. Moi, je m'étais dit, enfin, quand j'avais joué mon deck Joe avec ça, même si c'était des cartes perspicacité qui étaient dans mon deck perspicacité, je m'étais dit, bah, effectivement, si ces cartes coûtaient un, je pourrais les jouer ailleurs qu'avec Joe. Parce que du coup, avec Joe, dans le deck perspicacité, elles coûtent zéro. Mais elles sont ultra Circonstanciel. circonstancielles. Mais c'est vrai que si elles coûtaient un, franchement, ce serait plus sympa. Ça, ou Ouais, alors qu'elles soient rapides. ouais, oui. Bon, après, je pense Ouais, qu'il y a. parce qu'à côté de ça, je veux dire, pour faire ce que fait Persuasion, on a l'invocation occulte en chercheur qui, il me semble, coûte 2 et on nécessite de défausser des cartes, mais Même. en termes d'effet, beaucoup plus puissante. Hmm. Et puis en gardien, on a preuve qui est rapide. Bah, preuve ou Alors c'est un scène de indice de crime. moins, mais Scène de ou crime scène de est pas crime, rapide, mais scène de coûte crime, 2. Et on découvre deux bien indices. sûr, bien sûr. Donc bon, effectivement, ouais, ça devrait coûter un ou être rapide, à mon avis. Et c'est, à mon avis, le fait que ça coûte un, c'est le minimum, quoi. Mais bon. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur ces deux cartes. On verra ce que Alessandra nous réserve au Hmm, niveau de sa carte signature et puis de l'intégration de ces cartes par la suite. hmm. Alors, casse-cou de niveau 0, c'est une compétence qui a une icône libre, et très chance et entraîné. Après avoir attribué casse-cou à un test de compétence, défaussez les cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez une compétence truand que vous pouvez attribuer à ce test. Attribuez-la. Mélangez dans votre deck chaque faiblesse défaussée par cet effet. Et du coup, cette carte a eu un tabou mutation. Après la résolution de ce test, piochez chaque faiblesse défaussée par cet effet. Et autrement plus, on va dire, punitif. Est-ce que tu as beaucoup joué cette carte, Omen? Jamais. Eh ben, la chance, comme c'est le trait sur Cascou, fait que la dernière campagne que j'ai faite avec Winifred Abamok sur les clés écarlates, j'ai joué Cascou de niveau 0. Alors, Et donc, c'était pas du tout un deck comboïde qui visait en fait à abuser de l'effet de casse-cou, mais c'est vrai que ça m'a permis de faire le tour de mon deck plusieurs fois au cours de, enfin, une fois au cours de plusieurs scénarios. Et c'est vrai que c'était assez plaisant de en fait écumer son deck pour revoir venir tantôt des soutiens qui avaient été défaussés par le jeu, tantôt des événements qui avaient été joués. Moi j'ai trouvé que cette carte était très sympa. Et j'ai été très surpris par le tabou, mais en grattant un peu à droite à gauche, il est vrai que plusieurs joueurs de la communauté anglophone avaient fait remonter des combos, notamment avec Wendy Adams, qui faisait que avec Cascou, Wendy, elle pouvait très très bien gérer sa faiblesse et en fait pas être trop inquiétée par tout ça. Bon, c'est ouais, c'est-à-dire avec les improvisés, par exemple, hmm, voilà, remélanger les cartes c'est dans ça. son deck ou simplement avec son amulette de Wendy, Hmm. pouvoir jouer les événements depuis sa défausse. Là où moi je m'interroge, c'est est-ce que en fermant la porte Wendy Adams, on n'ouvre pas une autre porte par ailleurs? C'est-à-dire que euh, piocher chaque faiblesse, ça peut paraître punitif, mais c'est aussi un moyen de résoudre ces faiblesses, un timing voulu. Et donc,
il y a eu des échanges sur le Discord qui évoquaient une stratégie consistant à n'avoir aucune carte éligible pour casse-cou et donc du coup se débarrasser de faiblesses qui resteraient en zone de menace de cette manière en faisant le tour de son deck. Euh, ouais, la question c'est est-ce qu'il vaut mieux avoir pioché des cartes à un moment où on s'y attend ou est-ce qu'il vaut mieux avoir des cartes qui se remélangent dans un deck réduit, quitte à prendre le risque de piocher des faiblesses coup, enfin, l'une après l'autre, à un moment où ça nous arrange le moins. Hmm. Ouais, c'est très vrai. En tout cas, dans l'esprit truand, je trouve que la deuxième alternative, donc la carte d'origine, va mieux avec la classe truand. Ouais, Euh, Après, c'est vrai que quand tu fais ce parallèle-là, moi je pense tout de suite au documentaliste avec la faiblesse de Mandy Thompson. ouais, C'est sûr que tu ouais, sors le ouais, bien sûr. documentaliste et la faiblesse de Mandy, c'est fini, t'as plus à la gérer pour le reste de la partie. Ouais. Hmm. Ah, c'est vrai. Donc à voir, effectivement, je suis... Comme je dis, moi j'ai joué cette carte il y a peu de temps et j'ai trouvé très très sympa et j'étais très surpris de ce tabou auquel je ne m'attendais pas. Donc voilà. La suite du coup, avec l'antique traité. Je te laisse lire la carte. Ouais. Alors, l'antique traité, il est apparu avec la conspiration de Innsmouth. C'est un permanent qui a le trait traité et béni, limite de un traité par deck. Il a une réaction quand un investigateur dans votre lieu résout un pion béni lors d'un test de compétence. Inclinez l'antique traité, ne révélez pas d'autres pions via l'effet de ce pion béni. Et donc, ça a été modifié par quand vous résolvez un pion béni. Bon, soi-disant que ce traité a été, a eu, on va dire, un retentissement dans le jeu bien supérieur aux autres traités. Bon. Après, moi personnellement, j'avoue que, bah, à part le traité sacré et l'antique traité, j'ai pas trop joué les trois autres, hein. Alors moi, j'ai joué un peu le faux traité au départ de la sortie des cartes d'Innsmouth parce que, enfin, on a tous tremblé en mettant deux pions maudits après avoir joué un pacte faustien. Et puis très rapidement, on se rend compte que c'est deux XP jetés par la fenêtre parce que la probabilité pour que les maudits introduits par le pacte faustien fassent effectivement échouer un test, elle est pas si élevée que ça. Mm. Euh, pour en revenir à l'antique traité, oui, il est puissant. Je suis pas sûr que l'effet coop de l'antique traité. Enfin, moi, j'ai du mal à voir en fait en quoi l'effet coop de l'antique traité cassait le jeu. Pour moi, ça cassait pas le jeu, mais c'est vrai que pour avoir fait une team trio full béni avec Père Mathéo, Sœur Marie et je sais plus qui, bah, c'est vrai qu'effectivement, quand tu avais un antique traité et un traité sacré sur la table, le fait que l'antique Ouais, traité était qu'un investigateur, bon, effectivement, mais comme tu dis, ça cassait pas le jeu. En vrai, ça cassait pas le jeu. Par contre, c'est sûr qu'en trio, avec une introduction de Benny suffisante, bon, avec les faveurs du soleil à droite à gauche, ça envoyait du lourd. Mais pour moi, ça cassait pas le jeu. ouais, Donc bon, après voilà, ce qui est un peu dommage, même si je joue plus en solo qu'en multi, c'est que fermer une porte au multi, bon, c'est sûr que tu peux pas en solo avoir les deux traités. Donc tu peux pas surjouer au niveau des bénis comme tu pouvais le faire avant ce petit tabou là. Bon, après, c'est pas grand chose, j'ai envie de alors, dire. c'est vrai que enfin, ce à quoi tu fais référence, c'est la résonance entre l'antique traité et le traité sacré. Le traité sacré qui permet d'ignorer le modificateur de n'importe quel nombre de pions bénis Mm. et les réintroduire dans la réserve du chaos. Donc l'antique traité, par définition, il permet d'arrêter une révélation de pions, mais on perd les biais bénis, et avec le traité sacré, on transforme ces pions plus 2 en pions zéro en les réintroduisant dans le Chaos Bag. Donc effectivement, ouais, c'est un combo qui était puissant. Bon, oui, oui. Alors, je suis pas sûr que ça révolutionne, que ça rende l'antique traité classeur, comme je suis pas sûr que l'antique traité était joué pour ça principalement. Mm. Non, je suis d'accord. Ok. Alors, en muté toujours. Et voilà. Et voilà, bien équipé.
El Famoso, donc le soutien qui a le trait de talent qui est permanent, limite de 1 par deck à acheter lors de la création du deck, forcé quand votre premier tour de la partie débute. Jouez n'importe quel nombre de soutiens objets de votre main en réduisant de 1 le coût de chacun. Lors de ce tour, effectuez 3 actions de moins. Et ça fait partie des fameux permanents de niveau 0 qui étaient arrivés avec la campagne des confins de la Terre. Ça a été un grand rafraîchissement là, ces 5, 5 oui, c'est 5, 6 avec dans le sujet, c'est 6 permanents. Moi, j'avais trouvé ça vraiment très sympa, une nouvelle porte qui s'ouvrait à beaucoup d'égards. Et encore une fois, bien équipé. En tout cas, moi, j'étais pas surpris. Autant sur la dernière liste des tabous, j'avais dit que le marché noir devait être taboulisé, ça a été le cas. Si j'avais dû choisir une carte, c'était bien équipé. Et c'est le cas. Hein. C'est, comme j'ai raconté à Omen, petit fait rigolo, c'est que dans la news de FFG sur la FAQ et la tabouliste, à un moment, ils disent on sait qu'il y en a qui ont joué la moitié de leur deck. Bon, concrètement, moi, avec bien équipé, j'ai joué la moitié d'un deck Vincent Lee lors de mon premier tour. C'était tellement fort que, effectivement, c'était un peu abusé. Et donc, du coup, bien équipé subit une mutation. Jouez jusqu'à 5 soutiens objets de votre main. Alors, on précise, même si dans la vidéo connaissance interdite sur bien équipé, je l'avais déjà abordé, hein, comment est-ce qu'on arrivait à jouer 8, 10, parfois 12 soutiens d'affilée avec bien équipé. Déjà avec la carte préférée domaine, le sac à dos de niveau 2, avec Studio aussi, quand on était chercheur, et avec à la croisée des chemins, quand on était survivant. Et particularité, encore une fois, Vincent Lee pouvait prendre ses 4 cartes. Donc Vincent Lee, avec 2 sacs à dos, 2 studios et 2 à la croisée des chemins, ça jouait la moitié de son deck. Et concrètement, en matière d'XP, oui, vous allez me dire, c'est quand même quelques XP. C'est pas tant que ça finalement. Hein. En priorisant les sacs à dos, ça fait 4 XP, plus à la croisée des chemins, ça fait 6. Après, voilà, il y a les studios qui sont un peu du bonus, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, enfin, pour avoir joué le fameux Vincent Lee qui arrive à se stuffer et à poser la moitié de ses soutiens au premier tour, quand on fait un premier tour, on arrive à poser 5 soutiens. On n'a pas fait un mauvais premier tour. On a fait un premier tour correct. C'est pas le premier tour rêvé. Donc, je trouve que la limite de bien équipé est quand même, enfin, la remet, on va dire, au niveau de ce que devrait être une carte 0 XP. Il faut pas oublier que, auparavant, avant sa sortie, on avait un combo qui était à peu près pareil, qui était toujours sur ses gardes, rattaché à s'en tenir au plan. Le total coûtait 7 points d'expérience et permettait de poser 3 soutiens. Donc, même si on a la contrainte de perdre ces 3 actions et puis on a la contrainte objet, je trouve que pour une carte 0 XP limitée à 5 soutiens, ça me paraît être la repositionner à son... À son juste niveau. Ouais. C'est vrai que avec Vincent Lee notamment, en fait, il y avait la question des bandages. Les bandages coûtaient qu'un. Donc du coup, ça faisait 2 soutiens objets de niveau 0. Enfin, de niveau 0, pardon, qui coûtaient 0, qui étaient joués. Donc voilà, avec des petites cartes comme ça, les bandages, les pipes, les analgésiques, ça faisait tout un tas de petits objets qu'on pouvait jouer sans que ça coûte beaucoup. Alors on va passer à la prochaine. Et donc, prochaine carte à voir n'est autre que Jeremiah Kirby, un soutien qui coûte 4, qui est chercheur, l'archéologue de l'Arctique avec une icône d'intelligence, les traits alliés, miskatonique et voyageur. Vous gagnez plus 1 d'intelligence. En réaction, après que Jeremiah Kirby est entré en jeu, choisissez pair ou impair. Révélez les 5 cartes du dessus de votre deck. Piochez chaque carte dont le coût correspond à l'option choisie. Mélangez les cartes restantes dans votre deck. Il a 2 points de vie, 1 point de santé mentale, occupe un slot d'allié et nous est arrivé avec les confins de la Terre. Alors Jérémia, du coup, un peu à l'instar des différences en termes de mutation qu'on a vu, a aujourd'hui du coup une limite. Auparavant, il avait bénéficié, ou en tout cas subi, un enchaînement de 3 XP, comme David Renfield. Et aujourd'hui, en fait, cet enchaînement a été enlevé.
et sa capacité ne peut être résolue que 2 fois maximum par partie. J'ai un doute, Omen, c'était 2 ou 3 XP? Alors, il me semble que c'était 2. Il Ah, me c'est semble que possible. c'était 2, mais Oui. bon, après, moi, je trouve que c'est toujours plus sympa d'avoir dans les tabous une mutation qu'un enchaînement. En l'occurrence, bon, moi, j'ai jamais eu la chance ou l'occasion de jouer Jérémia. Euh, Ce que je trouve assez sympa avec Jérémia, c'est qu'il représente pour les chercheurs une bonne alternative à Milan Christopher et à Wheaton Green. Euh, après, je comprends et je vois avec le pool des clés écarlates notamment, tirer et fuir les abus qui ont pu être donnés en matière de construction de deck infini, c'est-à-dire de joueurs qui construisent un deck autour du fait d'avoir un round, un tour de joueurs qui ne se finit pas, notamment en réduisant considérablement sa pioche et sa défausse et donc en étant très récursif sur comment dire des événements qui font gagner des actions. Donc la mutation, elle est vraiment sympa parce que à 2 XP, Jeremiah Kirby en début de campagne, sauf à vouloir vraiment envisager un deck qui est complètement centré autour de lui, et donc d'envisager toutes les récursions que le tabou veut éviter, on l'envisageait pas. Donc avoir une petite mutation qui le limite 2 fois par partie, c'est l'usage entre guillemets raisonnable et modéré qu'on pourrait avoir de Jeremiah Kirby. C'est quand même un sacré bénéfice. C'est un potentiel de carte de 5. Donc moi je suis très très content de ce tabou. Oui, non, effectivement, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que mieux vaut, en tout cas aujourd'hui, je trouve, des tabous mutés que des tabous enchaînés. Après, voilà, tu l'as dit, encore une fois, là, c'est encore un peu la conséquence de ce syndrome Milan Christopher, qui, depuis le corset, en fait, a complètement trusté la place des alliés chercheurs. Et à mon humble avis, les designers ont du mal à réussir à nous donner, en fait, un autre allié chercheur de niveau 0 qui puisse ben, vraiment entrer en concurrence avec Milan. Donc maintenant, c'est un peu vrai avec Jeremia, mais c'est vrai que la limite de 2 fois par partie fera que je pense que Milan sera encore un peu privilégié. Ils avaient essayé avec Winton Green aussi, mais bon, Ouais, ça n'avait pas trop porté ses fruits finalement, alors que je trouve que c'est une carte qui est aussi très sympa pour le coup. ouais, qui est très sympa, qui ouvre tout de suite à l'archétype recherche. Mm. Après, bon, on a tous vécu un peu des runs avec Wheaton où on n'avait pas le livre ou la relique. Et donc, du coup, on avait un allié qui coûte 4 et qui est un petit peu, un peu inutile. Donc, c'est vrai que bon, Wheaton, quand elle fonctionne, elle est géniale. Chez Luke Robinson, qui a sa boîte à portail, qui est une relique, c'est du pain béni, surtout la version 2 XP. XP. Euh, et ouais, c'est les limites. Ouais, Wheaton, très vite, sauf à construire son deck autour, euh, on en voit très vite la limite. Allez, on avance du coup avec Brûler après lecture. Je te laisse nous la lire. Ouais, donc c'est un événement qui coûte 1, qui a une icône libre, qui coûte un point d'XP, qui a le trait perspicacité. Bannissez une carte de niveau 0 à 5 de votre main. Découvrez un indice dans votre lieu. Si la carte bannie était de niveau 2 ou plus, retirez une fatalité de l'intrigue en cours. Bannissez à brûler après lecture. Bon voilà, c'était une de ces fameuses cartes, pour ceux qui ne le savent pas, qui ont été conçues lors d'une Gen Con, hein, comme c'est écrit, du coup en 2020. Et bon, de façon globale, ces cartes conçues via les Gen Con, moi je trouve qu'elles sont quand même toutes assez fortes. Il y a que peut-être le gros coffre là que j'ai jamais joué, mais Oui. toutes les autres, je trouve qu'elles sont quand même très fortes, hein. Et donc du coup, Alors, donc à brûler à lecture, ouais, bah, du max 2 fois par partie. voilà, ça subit en fait ni plus ni moins que la même chose, le même genre de tabou muté que Jeremiah Kirby. Donc encore une fois, je pense qu'on était sur la régulation d'usage abusif, notamment
dans le cadre de scénarios indépendants, joués en dehors d'une campagne, où là, bah, on peut bannir son deuxième exemplaire de Lola Santiago sans aucun état d'âme, par exemple, dès lors qu'on a mis la première en jeu. Euh, voilà. Je pense que pour les joueurs qui jouent une campagne, ce tabou, il est complètement indolore puisque c'est rare qu'on bannisse plus de 2 cartes de sa main pour retirer une fatalité de l'intrigue. Bah, c'est vrai moi j'y vois deux aspects. Le premier aspect, bah, comme tu l'as dit, c'est les scénarios indépendants. Il n'y avait aucun effet, en fait, aucune contrepartie quasiment, du fait de jouer brûle après lecture. Donc bon, c'est normal que essayer d'éviter la récursion, qui en plus est le propre des survivants, soit pas, bah, en fait normal, on va dire. Et puis par ailleurs, il y avait aussi, en fait, cette carte, à mon avis, avait un gain d'efficacité au fur et à mesure du nombre de joueurs. En solo, bon bah, il fallait avoir la récursivité pour pouvoir la rejouer. Mais imaginons, on se tape le délire de faire une équipe avec 4 survivants. Ils peuvent au total prendre 8 exemplaires de brûle après lecture. Alors là, c'est vrai que arriver à enlever, en ne les jouant qu'une seule fois chacun, 8 fatalités sur une totalité d'une partie, c'était juste abusé. Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont fait, mais c'est vrai que c'est quand même impressionnant. Quoi. Enlever 8 fatalités, c'est en fait, finalement, C'est une intrigue. voilà. C'est une intrigue, parfois deux, selon les scénarios. C'est vraiment juste énorme, quoi. Imaginons, enfin, typiquement, je pense à La demeure des dieux, le dernier scénario de la quête onirique. Si t'enlèves 8 fatalités sur la dernière intrigue, oh bah, t'as le temps hein, de le trouver, notre cher ami caché, là. Hein. Ouais, ah ouais, Donc bon. ouais. Mais je l'ai joué d'ailleurs sur la demeure des dieux et j'ai banni un sac à dos de XP Ah, pour il l'a faire fait. reculer l'intrigue. Il l'a fait. Il l'a fait. C'était un exemplaire défectueux de la fabrique Omenenko. C'est ça. Bon allez, on continue avec les notes de recherche. Ils ont osé s'attaquer à ce magnifique archétype de jonglage qui met si cher. Bon après concrètement ça va. Les notes de recherche, donc ce soutien qui coûte 1, qui a une icône d'intelligence, les traits objet livre science, en réaction après qu'une capacité de carte joueur a placé sur votre lieu un ou plusieurs de vos indices, placez le même nombre de ressources sur son note de recherche en tant que preuve. Une capacité activée. Effectuez un test d'intelligence de 0. Pour chaque point de réussite, vous avez le droit de dépenser une preuve pour découvrir un indice dans votre lieu et ça occupe un slot de main. C'est arrivé avec les clés écarlates. Et le tabou, max 3 preuves à dépenser. Bon, encore une fois, on voit bien cet état d'esprit des cartes mutées de cette fournée, on va dire, avec beaucoup de mutés via des limites, via des maximums. Et bon, bah, concrètement, moi, ça ne m'a pas étonné quand j'avais joué ma Daisy jonglage en solo avec les chercheurs. Moi, j'avais fait état à quel point les notes de recherche étaient fortes, notamment avec elle, mais pas que. Et effectivement, une carte de niveau 0 qui coûte 1, même si ça occupe un slot de main, moyennant un test d'intelligence de 0 qui n'est pas la pire des compétences des chercheurs, ah, c'était quand même très 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 balèze. Moi, il m'est arrivé, j'ai testé sur une partie en duo et j'avais ce deck Daisy. Bah, effectivement, ça m'est arrivé 2 fois, peut-être même trois fois, de récupérer 4 indices d'un coup avec ce test-là. Et c'était pas un deck qui visait à maximiser cet aspect-là. Hein. C'était juste le deck normal que j'ai joué en solo, qui a été un peu adapté pour le duo, quoi. Donc Ouais, bon. ouais, ouais. Juste quand on compare la carte avec une carte un peu similaire, les glyphes archaïques, coûte 3 XP, Mm. où il faut faire un test contre la valeur occulte et on gagne un indice pour chaque groupe de 2 points de réussite. C'est clair que ne pas limiter les notes de recherche, enfin voilà, j'ai une carte 0 XP qui est capable de découvrir plus de 3 indices, c'était un peu abusé. Après, moi je pense que si on avait vraiment voulu tuer la carte, on aurait mis une petite étoile à côté des notes de recherche parce que avoir 2 notes de recherche en jeu, c'est-à-dire pour chaque indice pouvoir accumuler 2 preuves, c'est quand même extrêmement fort, surtout
comment dire, vu le bénéfice qu'on a, enfin, qui est tiré par les cartes qui permettent de reposer des indices, que ce soit euh, comment, William T. Mason Mm. ou, euh, ou encore études sommaires. Oui, c'est ça, étude sommaire. Il y avait aussi. Et la La... carte de presse. Oui, voilà. Bah, c'est vrai que moi, l'archétype jonglage, bah, j'étais très heureux de le voir se concrétiser finalement. Beaucoup de monde le voyait très bien avec Rex Murphy. Moi, avec les notes de recherche, j'avais tout de suite dit que Daisy était vraiment la candidate idéale pour ça. Et effectivement, notamment après avoir joué cette Daisy, je m'étais dit, c'est dommage. Ils auraient dû faire 2 notes de recherche. Ils auraient dû en faire une niveau 0, bien moins puissante, et une genre niveau 2 ou 3 qui avait plus ou moins cet effet-là, quoi. Peut-être un peu amélioré, je sais pas, peut-être moins cher, mais je pense que il n'aurait pas été inintéressant de dédoubler en fait les notes de recherche, d'en faire une version niveau 0 moins puissante, pourquoi pas un test d'intelligence de 3, parce que pour un chercheur c'est pas déconnant, ou un test d'intelligence de 2, qui a un test moins difficile que la moyenne. Et derrière, bah, la version niveau 2 ou 3 XP, test de niveau 0, sans limitation, effectivement. Et peut-être qu'il coûte moins cher, je sais pas, mais ça aurait été une piste. Et effectivement, le fait de la rendre unique, ça solutionne aussi pas mal de choses parce que, effectivement, quand on a nos 2 notes de recherche, notamment avec Daisy, avec cette action supplémentaire qu'on peut effectuer, bah, en fait, on est vraiment trop fort. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi, du fait ils auraient pu faire 2 versions avec une AXP? Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. D'autant que, enfin, si on compare aussi peut-être avec une carte qui ressemble un peu, Sérénité naturelle. Alors, effectivement, bon, note de recherche, c'est beaucoup moins universel. Il faut construire son deck autour. Mais comme dit, le bénéfice tiré par la condition de déclenchement des notes de recherche est quand même assez important. Sérénité naturelle, quand on voit la version 1XP, on est sur un test à 1, me semble, et avec un soutien qui est limité, qui permet de soigner très fortement, mais qui est limité. Et c'est seulement la version 4XP qui dégage un test à 0. Donc effectivement, ça aurait eu du sens, enfin, ne serait-ce que par comparaison, euh, de créer 2 versions pour les notes de recherche. Hmm. Et on attaque du coup bah, le dernier tabou muté de cette série, les mots de pouvoir. Donc une deuxième carte du coup personnalisable qui rentre dans cette liste de tabous. Omen, je te laisse lire. Bon, je prends juste la carte joueur, pas forcément la carte amélioration. Ouais. Alors, la carte joueur, donc, c'est un sort qui coûte 3, euh, qui a une icône d'intelligence, qui est personnalisable, rapide, à jouer uniquement lors de votre tour. Attachez cette carte à un ennemi non élite dans votre lieu. Et pour une action, si l'ennemi est attaché et dans votre lieu, discussion, donnez-lui un ordre, va-t'en. Cet ennemi se déplace une fois en direction de votre choix. Affaisse-toi, inclinez cet ennemi. Bon, concrètement, le tabou ici porte, alors est muté et porte du coup sur, entre guillemets, 2 aspects de la carte. L'amélioration charité est enlevée, en fait, tout simplement. Elle n'existe plus. Et en fait, l'action affaisse-toi, on va dire, incliner cet ennemi, n'est plus comprise dans la carte d'emblée quand on l'inclut dans le deck niveau 0, mais remplace charité parmi les améliorations possibles avec un XP, donc un coche. Et il y a aussi, il faut faire un test de Oui, volonté à 3. oui, c'est vrai, j'ai oublié de le marquer, il faut faire un test de volonté à 3, en effet. Bon, là, c'est vrai qu'au vu de tout ça, ma première piste de réflexion, c'est, bon, on a la comtesse Alessandra qui va sortir, elle va jouer sur les discussions, tout laisse à penser, au vu des tabous qui sont mis en place, qu'elle va pouvoir prendre dans son pool de cartes les cartes ayant une action de discussion jusqu'à un certain niveau. Donc, c'est sûrement fait
pour elle, entre guillemets. Maintenant, au vu du nombre de changements, le test de volonté, enlever une amélioration et en basculer une de la carte de niveau 0 pour avoir un coche, même si moi j'ai du mal à comprendre en quoi cette carte était ultra puissante, bon, j'avoue que j'ai l'impression qu'il y a un petit loupé quand même dans la façon dont ils ont créé la carte originelle, non? Ouais. Alors, moi aussi, je me suis dit, d'autant plus que mot de pouvoir, j'ai pas eu l'occasion. Enfin, honnêtement, je me suis pas penché sur cette carte personnalisable parce que autant on a des cartes personnalisables qui sont vraiment plutôt universelles ou qui offrent pas mal de possibilités de déboucher de deck, autant mode pouvoir, c'est quand même une carte autour de laquelle il faut, on va dire, exclusivement construire. Euh, voilà. Après, c'est une carte qui est compliquée. Euh, Moi, je me suis interrogé sur quels étaient les abus possibles. Et je pense que chez un Luke Robinson, avec l'amélioration liée, vous avez le droit d'activer la capacité de discussion du mode pouvoir depuis votre lieu ou depuis un lieu éloigné d'une connexion de l'ennemi attaché. Et avec l'amélioration 3 paroles, vous avez le droit d'inclure 3 exemplaires de mode pouvoir. Quand vous donnez un ordre en utilisant un de ces exemplaires, donnez également un ordre à chaque autre ennemi auquel l'exemplaire attaché, vous avez attaché un exemplaire de mode pouvoir. Je pense qu'il y a des possibilités d'abus sur quelque chose qui ne représente pas de test, avec des possibilités de découvrir des indices 3 par 3 dans des lieux, des possibilités de soigner, des possibilités de tuer d'autres ennemis. Voilà. Donc moi, à mon sens, les designers devraient peut-être tester les cartes mystiques qui designent avec Luke Robinson parce que voilà, cet investigateur, il a quand même un potentiel d'abus et enfin, voilà, de casser le jeu qui est assez important. Et voilà. Et à mon sens, toutes les débouchés possibles dès lors qu'on a construit son deck autour en matière de testless, sans parler d'un deck building de table, parce que bon, un Luke Robinson comme ça, on va le marier avec un investigateur qui va chercher les ennemis dans son deck, une Zoé avec taper dans la fourmilière par exemple, et en chasse. Euh, voilà, je pense que les designers ont voulu aussi, au-delà d'Alexandra Zorzi, mettre une contrainte liée à la discussion. Et du coup, selon moi, ils ont complètement tué la carte, qui était déjà une carte très niche en matière de deck building. Ouais, c'est vrai que j'ai cru comprendre que dans la communauté anglaise, effectivement, enfin anglophone, elle avait été jouée, il y avait eu des petites trouvailles, mais c'est vrai que sur le Discord français, personne n'en parle de cette carte. Ouais. J'ai pas vu un seul deck digne de ce nom utiliser cette carte. Personne lors du dernier challenge des chasseurs de mythes n'en a parlé. Donc bon, c'est vrai que je reste assez perplexe quant aux fameux abus qu'il pouvait y avoir. Si ce n'est, voilà, comme tu le dis avec Luc, se créer une espèce d'armada de zombies. Mais bon, ça demande du temps quand même, hein. Bon, Ouais, mais une fois que tu as attaché ton mot de pouvoir à un profond brutal, qui a 5 points de vie, je mm, pense que tu oui, peux faire plein de trucs. Ouais. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'effectivement, dès lors que tu as un camarade de jeu, effectivement, avec une Zoé ou un Tony Morgan qui vont chercher les ennemis dans le deck rencontre, c'est vrai. Il y a peut-être moyen. Faudra peut-être tester un de ces quatre, hein, faire un duo comme ça, et voir qu'est-ce que ça peut nous apporter. Bon, ben, qu'est-ce qui nous reste? Ah bah oui, eh ben oui, évidemment. La fameuse triche, puisque du coup, enfin, bon alors, enfin, on avait eu auparavant Lola Hayes aussi qui avait eu droit à un errata. On est d'accord, c'était un errata, c'était pas un tabou en tant que tel. Oui. Je crois qu'elle a eu un. Non, je crois que c'est un tabou qu'elle a C'est eu. un tabou. Ah, bon, Ouais. du coup, bon, ce que j'allais dire n'est pas vrai. C'est pas la première investigatrice qui a un tabou en dehors des investigateurs-chercheurs, mais bon,
c'est quand même une investigatrice biclassée chercheur qui fait l'objet d'un tabou. Donc vous, encore une fois, Rex, Mandy, Lola et aujourd'hui du coup Trish. Bon, avec un changement qui, je pense que tout le monde était d'accord là-dessus. C'est sur la capacité de Trish. Donc sa capacité, c'est une réaction après que vous avez découvert au moins un indice dans un lieu où se trouve un ennemi. Soit vous découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu, soit vous échappez automatiquement à cet ennemi, limite d'une fois par round. Comptez de ce jour, avec cette crise des tabous, on pourra échapper automatiquement à cet ennemi si et seulement si cet ennemi est non élite. Bon, j'ai envie de dire, heureusement, on va dire que le power level de Trish, à mon avis, ne s'en voit pas tant diminuer que ça, mais c'est vrai que sans ça, honnêtement, en solo, c'était juste n'importe quoi. Parce que dans la plupart des lieux, il n'y a qu'un seul indice. Donc même s'il y avait un ennemi élite, on découvrait notre indice et l'ennemi élite, on lui échappait automatiquement. Et on était complètement tranquille. Et avec le cercle brisé qui vient de sortir en mode réédition, toute la campagne, en tout cas, on a dans la campagne une majorité des scénarios qui reposent sur le fait qu'on est poursuivi par le guetteur spectral, trivialiser totalement la campagne, même si la campagne lui faisait pas du bien, parce que les truands au niveau du cercle brisé sont pas trop avantagés. Par cette capacité, elle était capable de gérer totalement le guetteur spectral. Donc, je pense aussi à Mille Bon, nuances d'horreur oui, de oui, la toile oui, des sons oui, sur oui, les dévoreurs de c'était rêves. l'innommable. Là aussi, innommable, ouais. Hmm. Donc, des scénarios qui reposent sur le fait d'être poursuivi par un ennemi élite. Voilà. Déjà, on a une investigatrice qui est surpuissante, qui est capable aussi d'avoir des decks qui cassent complètement le jeu. Pardon, qui cassent complètement le jeu. Cette restriction, ça me paraît être un minimum. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu en Après, parles, c'est vrai que sur le cercle, entre Annette Masson au scénario 1, Le Guetteur au scénario 2, Brown Jenkins au scénario 3, Nab aussi au scénario 3, évidemment, les hérétiques, ce qui sont élites, il me semble, euh, ouais, ça te fait déjà 4 scénarios. Bon, il y a le septième où il y a Karl Sanford aussi, ou Annette Masson V2, ça fait 5 scénarios. Oui, ça fait 5 scénarios où, effectivement, il est logique que Trish soit un peu moins bien pourvu, on va dire. après, on parle des biclassés chercheurs, et moi j'ai une petite pensée pour Luke Robinson. Je pense qu'il devait être dans son portail au moment où ils ont réfléchi à tabuliser les investigateurs, parce que Luke Robinson n'a toujours pas de tabou. Oui, c'est vrai que moi aussi, alors je dirais pas que je m'attendais à ce qu'il soit taboulisé, parce que en fait, je saurais pas dire dans quelle mesure je pense qu'il serait bon de venir le downgrader. J'avoue que j'ai pas plus réfléchi que ça à la question, mais surtout, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'il pourrait y arriver en fait, sans fondamentalement changer l'esprit de l'investigateur. Ouais. Piste à explorer si jamais certains d'entre vous ont des idées. N'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que c'est vrai que Rex, ça a été un max. Mandy, c'était le fait de lui augmenter son deck à la valeur maximum. Trish, c'est ennemi non élite. Tout ça, ça vient quand même assez facilement comme refonte. Bon, Lola, pour le coup, c'était une vraie refonte complète de l'investigatrice, quasiment. Hein. Donc là, ils ont vraiment cherché. Mais c'est vrai que Luke, j'avoue que sa capacité, ouais, je sais pas. Ou alors il faudrait peut-être chercher du côté de la boîte à portail, peut-être modifier un peu sa mécanique avec la boîte. Pas commencer avec en jeu, peut-être par exemple. Mais bon. Par exemple, ouais. Mm. Ouais. Ouais. Bon. Peut-être qu'avec de futures cartes remplacement dans un navire très 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 lointain, ils feront comme avec Ashkan et Duke. Il aura plus sa boîte à portail, il aura autre chose. À voir. Ok, bon, pour les mutés, je pense qu'on a fini. On a du coup toujours
Qui tout double en interdit, c'est toujours la seule et unique. Bon, ça paraît toujours logique et je pense qu'elle ne sortira jamais de la liste des tabous, celle-ci. Maintenant, on verra si un jour une autre carte vient la rejoindre. En tout cas, c'est bien dommage de ne pas pouvoir la jouer pour Folie et Fortune. J'ai pas encore joué ce scénario indépendant, mais il faudra Ouais, que je le joue. C'est très fluff pour le coup. d'un point de vue fluff, ouais, Mm. carrément. Après, moi, alors, on a la chance d'avoir une banlist qui comprend une seule carte. Il y a d'autres jeux qui ont des pages complètes de banlist et malgré tout, ça reste dommage d'avoir cette carte qui est interdite. Je me demande dans quelle mesure, enfin, elle pourrait pas simplement être mutée. Euh, Par exemple, en cas de réussite, résolvez deux fois un des effets réduits par la réussite de ce test. Parce qu'effectivement, si on résout deux fois tous les effets de la réussite du test, on peut découvrir deux indices, gagner deux actions, et puis en fait, on ouvre la porte au deck infini. Euh, mais si on le limite à un seul effet, pour moi, on arrive à casser le potentiel de puissance de la carte tout en ne minimisant pas Mm. euh, enfin, son effet, Oui, parce que pouvoir découvrir deux indices avec une lampe torche en mettant à zéro la valeur occulte, bah, c'est puissant, c'est chouette. après, comme t'en parles là, pour les muter, enfin, concrètement, qu'est-ce qui les empêcherait de dire, eh ben, en fait, une fois qu'il a joué en cas de réussite, retirer cette carte de la partie? Ouais, Auquel cas, du coup, tu aurais tes ouais. deux exemplaires, tu sais que tu pourrais les jouer que deux fois, ou alors, pareil, avec la même mouvance qu'ils ont, tu fais max deux fois par partie. Comme ça, même au niveau d'une équipe, eh ben, tu sais qu'il y aura que deux exemplaires qui vont tourner. Pourquoi pas? C'est vrai que si c'est max deux Ouais. fois par partie, Ben, concrètement, du coup, on casse la récursivité. hmm, concrètement, ça pourrait, enfin, ça me paraît, en plus, ça paraît être pleinement dans l'état d'esprit qu'ils ont pour la tabouliste actuelle. C'est vrai que s'ils avaient mis ça pour qui tout double, est-ce qu'ils auraient pas pu la sortir? Je sais pas, à voir. Duc, si tu nous écoutes, je sais que tu nous écoutes, Duc. Ouais. À voir, encore une fois, pareil, n'hésitez pas à commenter, à nous donner vos avis, mais c'est vrai que un max deux fois par partie, ça aurait ça aurait pu faire sortir qui tout double des interdits, je pense. À voir. Petit bonus, tiens, et c'est fou en ce moment. Pourtant, je l'ai corrigé, le E de errata, mais bon, ils veulent pas m'écrire errata en ce moment, je sais pas pourquoi mon ordi bug. Donc, on a une carte qui était ratée, et c'est la carte ancestrale de niveau 4. Donc, la carte ancestrale qui est un soutien qui coûte 2, de niveau 4, comme j'ai dit, une icône d'intelligence, une d'agilité et une icône libre, les traits objet relique, utilisation 3 secrets en capacité gratuite rapide. Lors de votre tour, inclinez la carte ancestrale et dépensez un secret. Choisissez effectuer deux des actions suivantes dans l'ordre de votre choix. Se déplacer, échapper à, enquêter, ça occupe un slot d'accessoires et ça fait partie de ces fameuses cartes multiclassées qui nous sont arrivées avec les confins de la Terre, multiclassées chercheurs truands. Bon, errata, qui n'est pas un tabou, qui n'est pas un muté, puisque c'était un peu sous-entendu dans le texte, en tout cas en français. Choisissez effectuer deux des actions suivantes. Aujourd'hui, devra se lire effectuer deux actions différentes parmi les suivantes. Voilà. C'est petite correction, enfin correction, précision. Mais je sais pas toi comment tu l'as joué, mais moi je sais que j'ai toujours effectué deux actions différentes avec cette carte. Ouais, ouais, ouais. Alors, les errata, on va dire, ils sont obligatoires. C'est vraiment les designers qui ont, comment dire, qui apportent des précisions. Les errata, ils s'imposent entre guillemets à tous les joueurs, alors que la liste des tabous est optionnelle. La carte ancestrale, elle a aussi un tabou. C'est-à-dire que si vous adhérez à la liste des tabous, ben, il y a les actions, elles sont basiques. Et donc Hmm. elles sont plus, on peut plus utiliser, par exemple, ces outils de crochetage ou sont nécessaires à empreinte digitale pour enquêter. Enfin, ça paraît logique dans la lecture de la carte. Ça enlève en rien la puissance de la carte ancestrale. Hmm. Franchement, trois actions différentes, euh, en règle générale, une fois qu'on a fini d'enquêter dans un lieu, on se déplace.
Et quand on est aux prises avec des ennemis, on s'échappe, puis on se déplace. Enfin, on n'est pas sur des actions qui sont incohérentes. On reste quand même sur un pool d'action qui rend la carte extrêmement puissante et puis son utilisation absolument pas circonstancielle. Mm. Oui, c'est vrai que le tabou de la carte ancestrale, ben, j'en avais parlé l'année dernière, hein, sur le fait que sans ce tabou-là, sans le fait que ce soit des actions basiques, en fait, ben, c'était ni plus ni moins que donner la capacité d'Ursula pour un certain nombre de fois aux autres investigateurs. Et j'avoue que moi, j'avais trouvé ça assez incorrect pour Ursula, qui n'est déjà pas la chercheuse la plus en vogue et la préférée de tout le monde. Donc si en plus sa capacité était attribuée à n'importe quel autre chercheur, en plus de ses capacités habituelles, je trouvais ça un peu trop fort, en effet. Bon, je pense que on a fini du coup avec cette nouvelle tabou liste et avec le petit bonus en errata à la fin. Vous mène quelques impressions générales sur la fin de cette vidéo? Alors, c'est pas une tabou list qui révolutionne la liste des tabous. On est vraiment sur des petits ajustements. Moi, je suis très content de voir comment David Renfield et Jeremiah Kirby passer dans la liste des mutés et retrouver leur coup initial. Des petits, comment dire, mon petit coup de cœur, c'est Tireur d'élite, qui donc coup rend la carte ben, intégrable dans des decks. Mais pour le reste, c'est une liste des tabous, on va dire, sans, enfin, qui est pas révolutionnaire pour la manière dont on va jouer le jeu à l'avenir. Hmm. Pour moi, il y a, dans cette liste des tabous, pour moi, il y a quand même un gros absent, c'est Girish Kadakia. J'ai vu que sur le Discord, quelques-uns en avaient parlé. C'est vrai que pour l'avoir joué plusieurs fois avec Vincent Lee, mais pas que, c'est vrai que Girish, bah, il est très très fort, presque un peu trop. Après, faudrait voir dans quel type de tabou. Alors, je pense pas à un enchaîné, ça changerait pas grand-chose, mais peut-être un muté. Concrètement, le fait qu'il ait 3 points de vie et 3 points de santé mentale, c'est trop en fait. Concrètement, je pense qu'il aurait 2 et 2. Ce serait déjà très bien. Mais là, c'est vraiment un allié qui est vraiment très très fort. Donc bon, je pensais qu'il aurait un tabou. Si j'avais dû donner 3 cartes qui feraient partie des nouveaux tabous, j'aurais donné la hache runique bien équipée et Girish Kadaka, 3 cartes gardiens pour une fois. Mais ouais, moi j'aurais donné ces 3 cartes là, s'il avait fallu en tabouliser 3. Ouais. En fait, il faudrait que Girish donne un de ses points de vie et un de ses points santé mentale à Nakaslov, qui a le même coup en XP, mais que personne ne joue parce qu'elle est chère en XP Ah mais c'est et clair, qu'elle c'est est. vrai que il file 1 et 1 à Anna et c'est cool. Ouais. Bon, après voilà. Euh, bon, on n'a pas parlé de façon plus exhaustive de la FAQ dans sa généralité. Bon, on verra si Omen a le temps ou un jour de nous faire un petit discerner l'impensable sur le sujet. Parce qu'il y a quand même quelques petites choses à dire. Mais bon, c'est vrai que c'est une vidéo qu'il faut préparer bien plus que passer en revue une série de cartes. Donc bon, mettez plein de pouces et plein de commentaires pour que Omen se sente obligé de nous faire un discerner l'impensable là-dessus. Mm. Bon, j'essaierai de faire un truc, je garantis pas une dispo enfin, la semaine prochaine, mais voilà, Oh, ça je va. vais m'y pencher. Mm. Bon, eh ben, je pense qu'on va pouvoir se quitter sur ces bonnes paroles. À moins que tu aies un mot de la fin, Omen. Non, 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 je pense qu'on a Bon, tout dit. bon. Eh bien, n'hésitez pas du coup à liker, partager et évidemment commenter. On lit avec assiduité tous vos commentaires et on vous répondra. Donc d'ici à la prochaine vidéo, nous vous souhaitons à tous de bonnes parties. Au revoir. Au revoir.